Donc, on continue maintenant en impression avec justement le film Thunderbolts, donc Marvel's Thunderbolt. Donc, un film, bien sûr, de Marvel Studios qui a été sorti en 2025, qui est toujours présentement en salle. Un film réalisé par Jake Schreier. Schreier, je sais pas comment le prononcer son nom, là. Schreier, je sais pas, je suis un petit peu tout fourré dans mes affaires. Donc, réalisateur qui a fait notamment le film Robot and Frank, un petit film quand même assez tranquille et mignon. Aussi la série Beef et tout. Donc, un réalisateur plus indépendant, donc un peu un trial pour lui. Marvel aime ça prendre justement des réalisateurs qui sont peut-être des fois sur des films de plus petite augure justement pour mener à succès des films un peu différents. Et ben voilà, ça fonctionne. En termes de où est-ce que ça se situe, là, ce film-là, dans votre visionnement de Marvel, c'est, on pourrait dire, en quelque sorte, une suite à Black Widow ou encore la série Falcon and the Winter Soldier. Du moins, ça met en scène des personnages qui proviennent justement de ces films et séries-là. Peut-être même, on pourrait dire, Ant-Man and the Wasp. Donc, mais malgré tout, si vous êtes pas trop à jour dans votre Marvel, le film est quand même plutôt accessible. Donc, qu'est-ce que c'est ça, les Thunderbolts? Donc, les Thunderbolts, à la base, dans les comic books, c'était une nouvelle équipe de super-héros qui venait occuper l'espace vide laissé par la disparition des Avengers. Et puis, qui était toute une gang de nouveaux... Pardon, excusez-moi, je suis en train de bannir quelqu'un pendant que je parle. Donc, qui était toute une gang de nouveaux héros qui venaient vraiment prendre le spotlight après que les Avengers avaient disparu dans les bandes dessinées. Et puis, dans un grand revirement de situation assez cool à l'époque, on découvrait qu'en fait, les Thunderbolts, c'était des vilains qui avaient décidé de se faire passer pour des héros, justement, en l'absence des vrais héros, pour peut-être essayer de prendre le contrôle ou de fucker le système d'une nouvelle manière. Sauf qu'avec le temps, évidemment, les Thunderbolts se rendent compte que, hey, finalement, c'est bien de faire le bien. Donc, vous avez compris, le film n'est pas tout à fait pareil à ça. Les personnages ne sont pas nécessairement des vilains, mais plus des anti-héros. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'imaginaient que ce film-là allait être un peu comme la réponse Marvel à Suicide Squad, donc la bande de vilains réformés qui doivent devenir des héros. C'est pas tout à fait le cas. On n'est pas non plus sur le même ton. Là. Je vous dirais, on est plus sur le ton des Avengers déprimés. Mais bon, quand même, le film va peut-être aussi plaire à des gens là, qui écoutent des séries comme The Boys en termes de propos, là, justement, sur le pouvoir, ces choses-là. Par contre, c'est vraiment complètement différent. Donc, c'est un film de Marvel, beaucoup plus classique dans sa balance, je vous dirais, d'humour, action, personnage bien ficelé. Donc, un style qu'on n'a pas vu depuis longtemps chez Marvel, mais aussi très unique dans son approche et dans sa réalisation surtout. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ça, justement, là, Thunderbolts? Donc, on commence le film avec le personnage de Yelena, donc la sœur de Black Widow qu'on avait découverte justement dans le film de Black Widow, qui, bien sûr, après avoir apprise à propos de la mort de sa sœur pendant le blip, dans les événements de Endgames, après avoir cherché justement à venger sa mort et tout, se retrouve maintenant aujourd'hui à avoir accepté, fait son deuil, mais se retrouve un peu en recherche de sens à sa vie. Donc on la voit au début dans une mission, en train d'accomplir une mission pour le personnage de Valentina Allegra de Fontaine, donc le personnage qu'elle rencontra à la fin de Black Widow, personnage joué par Julia Louis-Dreyfus, qui est à la tête de la CIA. On l'a vu dans quelques autres films ou séries auparavant, mais un personnage qui n'avait pas nécessairement eu beaucoup de spotlight
à présent. Donc, elle accomplit une mission pour elle et tout. Et bon, on se rend compte qu'elle cherche vraiment un sens à sa vie. Elle a un vide, elle est un peu déprimée. Donc, après avoir parlé avec son père, le Red Guardian, joué par David Harbour, qui joue un espèce de gros russe tout cassé, et elle décide de justement lâcher sa job de fille, d'agent double, si on veut, pour Valentina. Et lui demande, dans le fond, une dernière mission et lui dit qu'elle aimerait ça être dans le spotlight. Donc, ça tombe bien parce que Valentina est en plein processus de impeachment, donc comme je sais pas comment on le dit en français, l'impeachment, mais dans le fond, elle est en plein procès pour se faire expulser de la CIA parce qu'elle est à la tête d'une compagnie qui s'appelle Ox. Une compagnie qui fait de l'armement ou des expériences pas trop clean. Puis justement, elle a besoin de quelqu'un pour aller comme camoufler un peu tout ça. Donc, toutes les missions, en fait, de Yelena, on se découvre que c'est un peu pour camoufler ses secrets. Alors, ça tombe bien. Valentina lui demande d'aller justement arrêter une espionne, d'aller voler ses secrets industriels. Donc, l'espionne étant Ghost. Ghost, un personnage qui était la vilaine du film Ant-Man and the Wasp. Donc, un personnage qui, suite à un accident, se retrouve à avoir la difficulté. En fait, elle fait comme à phase out, je sais pas comment trop le décrire, mais elle devient comme un peu intangible à cause d'un dérèglement là, de quantum. En tout cas, de la bullshit de super-héros, dans le fond, on se le cachera pas. Donc, elle doit aller l'arrêter, mais rendue sur place, elle se rend compte que Ghost, elle, est là, pas pour voler des secrets industriels, mais pour éliminer une autre agent, Taskmaster, qui, elle, est là pour éliminer John Walker, le Capitaine America des pauvres qu'on découvrait dans Falcon and the Winter Soldier, qui lui aussi est là pour éliminer, coudonc, Yelena. Donc, évidemment, tout le monde se rend compte qu'ils sont un peu piégés dans une espèce de... pas un guet-apens, mais un piège, dans le fond, qui les remet tous les uns contre les autres. Et ils se rendent compte, en fait, que peut-être que Valentina ne voulait pas juste effacer ses secrets industriels. Donc, pendant toute une scène d'action, on découvre aussi le personnage de Bob. Bob, qui est quelqu'un qui mystérieusement habite dans le laboratoire. Donc, Bob avec cheveux, comme dit Hachi dans le chat. Bob avec cheveux. Donc, Bob, un personnage sympathique, mais amnésique. Donc, il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais avec lequel on découvre assez rapidement que Bob a un secret, en fait. Bob est le résultat d'une expérience qui a lieu et qui lui a peut-être donné des super pouvoirs. Donc, j'en dirai pas trop. J'en ai déjà dit pas mal, mais j'en ai dit moins que les bandes annonces. Donc, c'est pas si mal. Donc, vous aurez compris. Beaucoup d'action, beaucoup de revirements de situations au niveau de l'histoire. Il y a aussi le personnage de Bucky Barnes, donc Sebastian Stan, qui revient et qui, lui, est maintenant un membre du Sénat et puis qui va essayer justement de trouver des preuves pour aller à l'encontre justement du personnage de Valentina Allegra de Fontaine et qui va évidemment se rendre compte qu'il y a quelque chose de louche qui se passe et décider de recruter l'aide de tous ces personnages-là qui vont devenir les Thunderbolts et bon, tenter de contrecarrer ces plans-là. Bonsoir Max, comment ça va? Je vais regarder sur Disney+. Ben oui, écoute, il va arriver bientôt sur Disney+. Je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, Captain America peut arriver encore, donc probablement plus tard à l'automne. Alors, pour vrai, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film-là. Ça a fait du bien. On est retourné un peu dans une formule Marvel un peu plus classique, quelque chose qui nous manquait peut-être depuis le temps. Notamment avec un film vraiment mieux réalisé et pas autant découpé et rebroché ensemble comme on a eu peut-être dans les dernières expériences avec Marvel. Donc, c'est un film avant tout qui est beaucoup plus sobre pour le MCU. Donc, c'est pas une histoire qui est hyper complexe. On n'essaie pas de rabouter comme plein de personnages qui n'ont pas nécessairement rapport ensemble. Au contraire, cette fois-ci, tout ça s'imbrique à merveille. Il n'y a rien qui est senti de trop là-dedans. Donc, une histoire beaucoup plus claire, beaucoup plus linéaire. Donc, tu sais, il n'y a pas
Évidemment, c'est une histoire en 3 actes, là, le classique des films modernes, mais au moins, on n'essaie pas de complètement aller ailleurs. On est vraiment d'un film qui est très focusé. Alors ça, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Tu sais, il n'y a pas de il n'y a pas de personnage de l'espace, de personnage magique, de rien de ça. C'est beaucoup, beaucoup plus réaliste. Tu sais, tous les personnages, les gens un peu se plaignaient quand ils ont annoncé les Thunderbolts, tu sais, que, en fait, c'est tous des personnages qui sont super bons pour donner des coups de poing puis tirer du fusil. D'ailleurs, ils font même une blague là-dessus dans le film, justement, ce qui est vraiment très drôle. Donc, effectivement, mais en même temps, ça les rend justement plus crédibles. Ça fait un film peut-être plus grounded que tout le reste du MCU. Donc ça m'a vraiment, vraiment fortement plu. Et puis, bien sûr, vers le dernier tiers du film, on va aller peut-être un peu plus, justement, dans le côté un peu plus fantastique, un peu plus poussé, là, le truc super-héros un peu typique, mais vraiment avec une autre approche, une autre twist qui vient vraiment rendre ça très, très, très intéressant. Il y a quand même beaucoup d'action dans le film, donc les chorégraphies de combat sont vraiment, mais vraiment bien réalisées. La scène, justement, au début, avec quand tous les personnages se rencontrent, c'est comme une longue bataille entre 5 personnes qui essaient de tous tuer une autre personne, donc ça devient un peu... il y a de la tiraillade vraiment super bien construit là-dessus, et puis tout ça vient vraiment mettre en valeur aussi chacun des personnages, chacun de leurs habilités, et c'est vraiment très beau. Il y a même un hommage à Terminator dans le film, à Terminator 2 avec Bucky. On l'a vu dans les bandes annonces là, qui se promène, Bucky avec ses verres fumés en Bessic à gaz, qui arrive avec son pompeux shotgun à une main, qui vient détruire un truc. C'est vraiment bien fait. D'ailleurs, les scènes d'action nous rappellent beaucoup justement ces films d'action des années 90 où est-ce que on n'était pas tant penché sur les effets spéciaux par ordinateur, mais vraiment plus sur la performance de cascade. Donc ça, c'est très plaisant à voir. D'ailleurs, le film commence avec une cascade effectuée en personne sur le toit de l'immeuble le plus haut au monde en Malaisie. Une cascade qui a été performée finalement par Florence Pugh elle-même parce qu'elle voulait la faire. Donc, de quoi, bien sûr, pour faire capoter les assurances de Hollywood. Mais bon, c'est vraiment très bien fait. Ashley Slashy dans le chat qui dit le Buckinator. Buckinator for the win, certain, mon chum. C'est très on point. mais c'est ça. Donc, tu sais, beaucoup moins d'effets visuels peut-être que les autres films de Marvel. On a vraiment l'impression que ça a été tourné plus sur le spot. Mais bon, évidemment, vers la fin, on introduit un personnage qui s'appelle... je dirais pas son nom, mais un personnage qui, lui, est comme plus puissant, si on veut. Donc, qui imbrique tout le monde, vraiment, comme qui fait disparaître les gens comme des ombres portées. Visuellement, c'est super efficace, c'est très sobre, mais en même temps, c'est très impressionnant. Donc, il plonge comme New York dans une espèce de noirceur. C'est vraiment très beau et très quasiment... poétique aussi dans tout ça. Donc, évidemment, le tout est très, très, très teinté d'humour. Peut-être même... je sais pas s'il y a plus d'humour dans ce film-là que dans les films Marvel habituels, mais j'ai vraiment trouvé que dans ce film-là, l'humour fonctionnait parfaitement bien. Donc, les personnages sont comme hyper attachants, mais leur humour rentre bien justement parce qu'on comprend vraiment exactement qui ils sont, tellement ils sont bien écrits. Pour vrai, le personnage de Julia Louis-Dreyfus là-dedans, Valentina de Fontaine, est vraiment fantastique. Tu sais, son delivery humoristique, tu sais, évidemment, Julia Louis-Dreyfus, elle a fait Seinfeld, elle a fait V, plein de très bonnes séries justement où est-ce qu'elle est très drôle. Là-dedans, ça fonctionne encore mieux. Je trouve qu'elle joue une espèce de... Tu sais, c'est un peu une vilaine, pas vilaine, un peu comme dans Brain, dans Pinky and the Brain, tu sais, qui... elle a des fois des lignes et des deliveries vraiment fantastiques. En tout cas, je l'ai vraiment trouvé extraordinaire là-dedans. C'était vraiment très, très bon. Mais bon, comme je vous dis, par contre, ce qui vient vraiment faire la force du film, au final, c'est vraiment les personnages qui sont comme...
sont pas des losers, mais sont tous des espèces de personnages déchus qui deviennent hyper attachants et puis qu'on comprend vraiment qu'est-ce qui cloche avec eux. C'est vraiment un film que le propos principal, c'est littéralement la dépression, la santé mentale, et tu sais, c'est vraiment un film qui vient traiter de ça d'une façon différente. La bipolarité, les personnages, justement, le vilain du film, c'est pas nécessairement un vilain, tu sais. Mais tout ça vient vraiment rendre ça très, très, très humain. Tout le monde peut relate avec ça, surtout en sortant de la COVID comme ça, où à un moment donné, on a tous été déprimés. Tu sais, de voir justement des gens qui essaient de faire de quoi d'héroïque, mais en même temps de les voir qu'eux aussi se frappent à ça. J'ai trouvé ça vraiment très beau, ça fonctionnait vraiment super bien. Puis bon, le dénouement de l'histoire, comment le film se résout, c'est vraiment très différent de tous les autres films de Marvel. C'est très rafraîchissant. Moi, ça m'a touché, ce qui me surprenait un peu parce que c'est pas des personnages que... moi, j'adore Bucky, là, mais Bucky, c'est pas son film de Spotlight, ça, là, ici, là. Donc, que le film réussisse à nous tirer des émotions quand même comme ça, c'est vraiment très fort. Donc voilà. Surtout aussi, malgré la grande quantité de personnages qu'on connaît peu, on se le cachera pas, là, c'est pas les personnages qui ont eu le plus de films ou de présence auparavant. On sait vraiment comment les mettre en valeur, comment les présenter. Au lieu de se baser sur tout ce qui est sorti avant, on essaie à la place de baser le film sur le personnage de Yelena. Et puis, à travers Yelena, on comprend vraiment l'idée du film, comment ces personnages-là se sentent. Puis, après ça, on fait juste des fois des petits backstories très rapides des autres personnages pour qu'on comprenne que, même s'ils sont différents, dans le fond, ils se sentent un peu comme Yelena aussi. Ils passent par le même chemin. On comprend assez bien, tu sais. Le personnage de Bucky aussi qui se retrouve dans le film, lui qui est passé par tous ses traumas, qui a réglé toutes ses affaires dans sa série Falcon and the Winter Soldier, lui est là justement entouré de ces personnages-là qui justement sont un peu en recherche d'estime d'eux-mêmes, si on veut. Il est quasiment un mentor un peu plus là-dedans. On comprend, il est beaucoup plus posé, il est déjà passé par là, donc ça fonctionne bien. Mais évidemment, du coup, ça fait en sorte que Bucky est peut-être pas nécessairement aussi présent dans le film qu'on aurait pu le souhaiter. C'est pas un film qui a beaucoup de twists, comme je vous dis, il y a une twist à la fin qui a été révélée malheureusement par le marketing, mais je ne vais pas révéler ici. Mais quand même, c'est un film qui est vraiment très bon, que moi j'ai le goût de revoir. Les acteurs dans le film sont vraiment fabuleux. Donc Florence Pugh, qui fait dans le fond la nouvelle Black Widow, si on veut, est vraiment excellente, est très attachante. Elle fait un bon travail de livrer genre la bonne quantité d'émotions versus la quantité de badass. C'est vraiment, tu comprends que c'est une actrice qui adore ce rôle-là. Comme je disais tout à l'heure, elle a absolument tenu à faire la fameuse cascade du début où elle se lance en bas d'un building parce que était comme c'est l'affaire la plus cool au monde. Donc on le voit, elle a beaucoup de plaisir à jouer ce personnage-là. Julia Louis-Dreyfus, pour moi, c'est la révélation du film. Elle est très, très drôle. C'est un personnage que t'es comme... T'espères qu'elle va pas justement disparaître du MCU parce que c'est comme une version plus drôle de Nick Fury, beaucoup plus complexe si on veut. Donc c'est vraiment... puis ça le joue super bien, donc vraiment extraordinaire. L'autre étoile du film, c'est Lois Pullman qui joue justement le personnage de Bob. Lois Pullman, qui est le fils de Bill Pullman, qui était le président dans Independence Day. D'ailleurs, il ressemble beaucoup à son père. Et puis, dans ce film-là, son personnage est très complexe. C'est un personnage qui souffre de bipolarité, qui devient, sans trop rentrer dans les détails, qui est un personnage qui devient des pouvoirs amplifiés. Par contre, comme il y a ses démons intérieurs, ça fait en sorte que sa bipolarité est aussi... augmenté, donc le mal augmente autant que le bien, donc la dépression qui englobe tout est aussi décuplée, donc c'est vraiment un personnage très complexe et très intéressant qui va pas nécessairement avoir une fin comme on s'y attend.
Wyatt Russell aussi, le fils de Kurt Russell, qui est... alors, j'oublie le nom de sa mère, peu importe. Donc, qui revient pour jouer justement US Agent, donc l'ancien Capitaine America déchu qui a essayé de remplacer Steve Rogers. Il est plus posé dans ce film-là, mais on comprend encore bien son personnage, que des fois, il pogne les nerfs. Mais bon, son personnage, à lui, a un arc très intéressant. Un petit détail, tous les personnages voient un peu les choses qu'ils ont regretté, ou du moins qu'ils les gardent dans le passé ou dans la dépression, si on veut. Et puis lui, tu pourrais dire que c'est comme qu'est-ce qui s'est passé dans la série Falcon and the Winter Soldier. Puis pas pantoute. Son personnage, à lui, il en est fier de ce qu'il a fait. Il l'assume à 100%. Puis c'est complètement d'autres choses qui le traumatisent et ça rend ça encore plus touchant. Si vous aimez aussi David Harbour de Stranger Things, bon, son personnage de Red Guardian est là. Il vient vraiment faire un peu office de bout en train. Mais il y a quand même des bons dialogues, des bonnes lignes et tout. Et puis bien sûr Sebastian Stan qui est là en Bucky, maîtrisé et tout. Goldie Hawn, la mère de Wyatt Russell. Merci Hashi Slashy. Donc c'est ça. Sinon, en termes de production, le film, la direction photo est vraiment belle, est beaucoup plus sobre, les couleurs un peu plus délavées dans le film, comme quand on arrive dans les scènes un peu plus émotionnelles, puis on vient justement utiliser la couleur pour faire des clashs, des contradictions, des contrastes. Donc c'est vraiment super habile. La trame sonore, j'ai vraiment beaucoup aimé, je sais pas pourquoi, elle est très simple. Ça m'a fait par moment penser un peu à quasiment à Batman, dans le sens que c'était plus comme c'est pas expérimental, mais on jouait vraiment cette fois sur des notes un peu étranges pour comme vraiment fitter avec l'état de la psyché des personnages. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. On reprend à un moment donné un thème qu'on connaît du Marvel Cinematic Universe, mais d'une façon complètement différente. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je me suis surpris d'ailleurs à réécouter la trame sonore sur Spotify. Mais bon, dans l'optique de qu'est-ce qui se passe avec tout le Marvel Cinematic Universe, ce film-là, c'est vraiment le dernier avant Avengers Doomsday. Donc, vous comprendrez, Fantastic Four, c'est comme un univers parallèle. On ne sait pas trop exactement comment ça va fitter. Mais bon, celui-ci se passe après Captain America Brave New World. On adresse certains événements du film, et je vous dirais, c'est peut-être pas nécessaire d'écouter le film au complet si ça vous intéresse pas. Ma blonde Fanny l'avait pas vu, puis elle a trouvé le film excellent quand même. C'est juste que peut-être vous allez perdre certaines connexions du MCU. Mais quand même, si vous n'avez pas vu le film de Black Widow, il y a comme 3 personnages sur 5 qui se retrouvent, sur 6 qui se retrouvent là-dedans. Donc, ça vaut peut-être la peine de l'avoir vu auparavant. C'est pas un mauvais film, Black Widow, mais c'est pas non plus le meilleur film de Marvel. Mais bon, ça vous donnerait peut-être un peu plus l'heure juste. Évidemment, il y a des scènes après crédit, donc il faut rester dans son siège. Une des scènes, il y a 2 scènes en fait, une à mi-chemin dans les crédits, puis une autre à la toute fin. Celle à la toute fin détient le record de la scène la plus longue d'après-crédit de tous les films de Marvel. Donc, ça vaut la peine de rester là. Et ça a été réalisé par d'autres réalisateurs, je vous dirais. Donc, wink wink. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, voilà. Alors, moi, pour vrai, j'ai adoré ça. J'ai trouvé que c'était un film qui était très humain. Pour un film de super-héros rafraîchissant, 100% différent des personnages de Marvel. Et puis ces nouveaux personnages-là, qu'on pourrait qualifier des Avengers dépressifs, pour moi, c'était très, très, très bon. Et pour ça, je dis que c'est recommandé. Et là, je vois que mon visuel ne matche pas pantoute avec, avec le fond. Donc voilà, une belle recommandation pour moi.